Bonjour et bienvenue sur Algomus. Nous continuons notre exploration de la théorie des ensembles, et après avoir vu comment on peut définir un ensemble, comment on peut le définir par individu, ou fixer une règle pour définir quels sont les individus qui ont la propriété d'appartenir à cet ensemble, nous allons vouloir monter ce que l'on appelle des relations binaires, c'est-à-dire des relations entre des individus de différents ensembles, ou alors du même ensemble. Ça peut aussi être un cas particulier de la relation binaire. Alors pour mettre en place une relation solide, il va falloir respecter quelques règles, quelques définitions, et nous allons voir au travers de cette vidéo comment faire pour expliquer ce qu'est une relation binaire, comment la définir, et comment voir justement quels sont les deux individus qu'elle relie. Alors je fais souvent des rapports avec la programmation, et notamment la programmation Python, dans mes vidéos, pour montrer que énormément de notions de maths sont similaires en programmation et en mathématiques. Aujourd'hui, je vais changer un petit peu, puisque quand on parle de relations binaires, quand on parle de relations d'abord, il y a quelque chose qui nous vient tout de suite à l'esprit, ce sont les bases de données relationnelles. On appelle ça d'ailleurs des SGBDR, des systèmes de gestion de bases de données relationnelles, et là le R est très important. Donc toutes les bases de données ne sont pas relationnelles, la plupart du temps les bases de données relationnelles sont celles qui sont à base de SQL, ce qui les oppose un petit peu aux bases NoSQL, où on perd un petit peu cette notion de relation. Et donc vous allez voir qu'énormément de notions des relations binaires en mathématiques, ce sont des questions que vous vous êtes peut-être déjà posées en base de données, si vous avez déjà fait un peu d'analyse de base de données, un petit peu de MERIS, de modèle conceptuel des données. Et vous allez voir que la relation en termes mathématiques est à peu près la même chose que la relation que vous avez déjà définie en termes d'association entre deux tables d'une base de données. Et les informations sur la relation binaire, ce sont des informations par exemple comme les cardinalités que vous vous êtes déjà posées également en base de données. Donc je vous propose de voir tout ça au travers de cette vidéo. Alors la relation binaire, on va essayer de l'introduire avec un petit exemple vraiment concret. On suppose par exemple qu'on a une université qui a d'un côté des étudiants et d'un côté des cours. Et en fait, cette université propose un système un petit peu novateur, tous les cours sont à la carte. C'est-à-dire que les étudiants peuvent choisir n'importe quel cours où ils veulent s'inscrire. Peu importe le nombre également, aucun nombre n'est imposé, aucune matière n'est imposée, les étudiants font complètement leur choix. Ils peuvent s'inscrire à toutes les matières qu'ils souhaitent. Donc pour modéliser l'inscription, si jamais on veut le mettre dans un langage de programmation, si jamais on veut le faire manipuler par l'ordinateur, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà créer un ensemble d'étudiants, comme on l'avait vu dans la vidéo précédente, qui va contenir la liste de tous les étudiants. Donc là, j'ai un modèle assez simplifié. J'ai pris que mon ensemble contient 3 étudiants qui sont Bob, Gilles et Mike. On va ensuite considérer un ensemble C de cours, où cette fois-ci, dans cet ensemble vont se retrouver toutes les matières qui sont enseignées à l'université. Par exemple, j'ai mis algo, maths, économie, anglais. Là aussi, je suis resté sur 4 matières. C'est pas que l'université n'est pas très grande, c'est juste que j'ai vraiment pris quelques matières pour voir un petit peu comment ça fonctionne, pour ne pas rendre la chose trop compliquée. Donc si on utilise le produit cartésien que l'on a vu dans la partie d'avant, qu'est-ce que cela traduit? Ça voudrait traduire en fait que le produit cartésien va essayer de mettre en place tous les couples qu'on peut trouver entre l'ensemble E et l'ensemble C. Comment ça va fonctionner? Tout simplement, il va prendre le premier étudiant, qui est Bob, et il va lui affecter tous les cours. Bob va suivre algo, maths, économie, anglais. Puis il va passer à le deuxième étudiant, qui est Jill, et Jill va faire de l'algo, maths, économie, anglais. Ensuite, on va passer au troisième étudiant, Mike, qui va faire de l'algo, maths, économie, anglais. Et vous voyez que le produit cartésien aura en fait mis en place tous les couples qui étaient possibles de faire entre tous les étudiants et tous les cours. Mais ça, c'est pas ce que l'on veut représenter. Nous, on ne veut pas représenter toutes les combinaisons possibles. On veut permettre aux étudiants de faire leur choix et de finalement suivre que les cours qu'ils ont envie de suivre. Par exemple, Bob ne pourrait faire que de l'algo, Gilles ne pourrait faire que des maths. Et vous voyez que cette relation, finalement, Bob, algo, Jill, maths, va finalement être un sous-ensemble du produit cartésien. Mais encore une fois, on va essayer de voir comment finalement on peut le définir, comment est-ce qu'on peut manipuler cette relation qui va lier un étudiant à la matière qu'il a choisie. Donc pour cela, on aurait différentes façons de le représenter. Et vous allez voir que ces différentes façons de le représenter, elles vont finalement avoir un impact sur comment vous allez ensuite le représenter dans un langage de programmation. Certaines seront plus adaptées que d'autres. Donc le lien qu'il y a entre l'étudiant et un cours peut être symbolisé simplement par un tableau,
on va reprendre la liste des étudiants dans une des colonnes, et on peut reprendre, si vous voulez, la liste des cours auxquels est affecté l'étudiant. Ça, typiquement, ça pourrait être représenté, si on voulait le prendre, je vais ouvrir un idle. Comment est-ce qu'on pourrait représenter ça dans une structure de données? Eh bien, tout simplement, on pourrait avoir un dictionnaire suicours qui au départ serait vide. Donc là, le dictionnaire, c'est quelque chose de bien parce que ça permet justement d'avoir une clé unique et donc ça permet d'avoir un étudiant unique. Et donc on pourrait tout simplement dire que suicours de Bob. Eh bien Bob, qu'est-ce qu'il suit comme cours? Il suit, qu'est-ce que j'ai dit? Il suit les maths et l'anglais. Maths et anglais. Voilà. Je ne vais pas fermer la coche. Hop. Voilà. On aurait par exemple Jill qui fait algo-économie. Donc, je vais reprendre un peu ça. Hop. Jill, elle fait algo-économie. Et Mike qui fait algo-anglais. Donc on valide, Mike. Fait algo-anglais. Voilà. Et donc là, je peux avoir mon suicours qui contient finalement mon tableau. Donc à chaque fois avec les données d'entrée, Bob fait de maths et de l'anglais, Jill fait de l'algo et de l'économie, Mike fait de l'algo et de l'anglais. Et si je veux avoir quels sont les cours qui sont suivis par Bob, par exemple, je vais récupérer tout simplement dans mon dictionnaire ce qui concerne Bob et je vais récupérer une liste qui contient maths et anglais. Donc on voit que cette façon peut être facilement mise en place dans un langage de programmation avec quelques structures de données que j'ai utilisées, la dictionnaire et les listes. Ensuite, on peut avoir un tableau à 2 dimensions où on cocherait l'intersection entre la personne et le cours suivi. Comment on interpréterait ça? Eh bien, le cours d'algo, par exemple, est suivi par Jill et Mike, puisqu'il y a 2 croix. Le cours de maths n'est suivi que par Bob, l'économie n'est suivi que par Jill, et le cours d'anglais est suivi par Bob et Mike, symbolisé par des croix. Donc, tableau à 2 dimensions, on pourrait le symboliser en termes de matrice. Par contre, l'utilisation de croix, par exemple, pour sélectionner quel est l'individu qui va suivre tel cours, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très intéressant en termes de programmation. C'est pour ça qu'on peut peut-être passer à quelque chose qui va se faire plus un petit peu en matrice, qui va se mettre plus sous la forme d'une matrice. Et la matrice, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, qu'il est très facile en fait de symboliser en termes de liste par exemple, ou en termes de liste de prédécesseurs ou liste de successeurs, comme on l'a déjà vu sur le chapitre dans les matrices. Donc là, je vous propose justement de mettre en place une matrice, et la matrice a un petit peu la même signification que le tableau. 0, ça veut dire que Bob ne suit pas le cours d'algo. 1, ça veut dire que Jill suit le cours d'algo. 1, ça veut dire que Mike suit le cours d'algo. Et là aussi, eh bien, tout simplement, on va mettre en place une matrice que l'on peut appeler matrice suit, pour savoir qui c'est qui suit le cours. Et matrice suit, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Eh bien, tout simplement, on va reprendre la matrice telle qu'elle est ici. Donc, on a 4 cours. 0, 0, 0, 0. Nous avons 4 cours. Donc, le premier, c'est le cours d'algo. 2, 3. Et en fait, on va reprendre tout simplement les indications. Alors, pour l'algo, Bob ne suit pas, Jill et Mike le suivent. Ah, j'ai que 3 étudiants par contre. Donc, Bob ne le suit pas, Jill et Mike le suivent. En maths, c'est suivi que par Bob. En économie, c'est suivi que par Jill. Et en anglais, c'est suivi par Bob et Mike. Voilà, donc j'ai encore une fois une structure de données qui contient une matrice qui cette fois-ci symbolise de nouveau toutes mes relations binaires. Enfin, on peut le mettre sous forme de diagramme. Donc tout ce qui est sous forme de diagramme, c'est quelque chose qui est très compliqué
à mettre en algorithmie. Souvent, c'est converti en une matrice comme on l'a vu, ou en liste de prédécesseurs, ou en liste de successeurs, et ainsi de suite. Le diagramme, c'est quelque chose qui est vraiment visuel. C'est quelque chose que les êtres humains se partagent, par exemple, pour partager de l'information, pour comprendre de quoi on parle, mais vous allez rarement partir d'un diagramme directement pour le programmer. Souvent, il y aura une étape intermédiaire pour retomber sur une structure qui soit plus modélisable dans un langage de programmation. Mais le diagramme, c'est quand même quelque chose qui nous apporte les mêmes informations, comme on le voit. On a symbolisé l'ensemble des étudiants, dans lesquels on a mis Bob, Gilles et Mike, et on a mis l'ensemble des cours, on a mis l'algo, maths, économie et anglais, et on voit que le trait qu'on a mis là symbolise finalement la relation. Donc Bob suit les maths, Bob suit les cours d'anglais. Donc vous voyez qu'on arrive à retrouver exactement les mêmes relations entre les étudiants et les matières comme on avait dans les autres structures de données. Ça se programme un petit peu plus mal. Par contre, le diagramme sagittal vous montre qu'en fait on est très très proche finalement de ce qu'on peut faire en base de données avec un modèle conceptuel de données. Là aussi, en fait, on a un ensemble à gauche d'étudiants, un ensemble à droite de cours. Ça nous fait vraiment penser à deux tables que l'on pourrait avoir dans un modèle conceptuel de données. Et le fait de tirer un trait entre un étudiant et le cours qui va suivre, en fait, on est carrément dans la représentation d'une association dans le modèle conceptuel des données pour associer une occurrence de ma première table à une occurrence de la seconde table. C'est comme si on faisait un MCD qui était un peu plus détaillé et que la relation montrait vraiment quels sont les individus qui sont reliés entre eux. Donc on va revenir un peu sur cette représentation et on va reprendre notre exemple un petit peu plus tard pour voir comment ça rendrait en base de données. Enfin, ce que l'on peut faire aussi, et ça on l'avait vu aussi au niveau de la matrice, c'est qu'on peut donner une liste de tous les couples qui sont composés. C'est-à-dire que si je reprends le diagramme sagittal, eh bien je vais avoir un couple Bob maths, je vais avoir un couple Bob anglais, je vais avoir un couple Jill algo, et ainsi de suite. Et donc encore une fois, en représentant tous les couples de ma relation qui permet de savoir si un étudiant suit un cours, encore une fois, là je vais vraiment avoir un sous-ensemble de mon produit cartésien qui va contenir uniquement les couples qui montrent qu'un étudiant suit un certain cours. Et ça, encore une fois, c'est une représentation qui peut se faire très facilement en Python. Imaginons par exemple que je vais reprendre là le suicours qui est en haut et je vais essayer de représenter ça avec cette fois-ci une structure couple suit. Comment je vais faire ça? Et bien tout simplement, je vais ouvrir finalement une liste et dans ma liste, je vais mettre tous les couples. Par exemple, Bob suit les maths. Voilà. Puis j'ai un couple où Bob suit l'anglais. Puis j'ai un couple où Jill suit l'algo. J'ai un couple où Jill suit l'économie. Ensuite j'ai un couple où Mike suit l'algo. Et enfin, j'ai un couple où Mike suit l'anglais. Voilà, on va juste fermer ma liste. Et voilà. Et donc cette fois-ci, dans mon couple suit, j'ai cette fois-ci une liste de couples qui cette fois-ci représente à chaque fois un sous-ensemble de mon produit cartésien, mais représente cette fois-ci tous les couples d'étudiants qui suivent un certain cours. Et donc vous voyez que sur les trois façons de représenter finalement cette relation, vous vous apercevez que j'ai la possibilité de le représenter de trois façons différentes. Et suivant le problème que vous avez à solutionner, qu'est-ce que vous voulez faire dans la manipulation de données, vous allez voir qu'il y a peut-être des structures qui sont plus adaptées à ce que vous voulez faire. Ok. Donc, on avait vu que cette liste de couples était aussi une façon de représenter les liens entre un étudiant et un cours. Il y a juste une petite restriction par rapport à quand vous utilisez une liste de couples, c'est que vous ne pouvez pas représenter en fait qu'un étudiant ne suit aucun cours. Un étudiant est obligé d'être en couple avec un cours pour être dans cette relation.
Alors je m'explique un petit peu. En reprenant Idle, si jamais cette explication, j'avais par exemple un troisième étudiant, que je vais appeler Alison par exemple, qui ne suit aucun cours. Et bien comme elle ne suit aucun cours, je n'aurais nulle part un couple qui débuterait par Alison. Puisque pour que le couple soit là, il faut absolument qu'elle soit liée à une matière. Alors que si jamais j'étais parti avec mon dictionnaire, eh bien j'aurais tout simplement une entrée pour Alison qui donnerait sur une liste vide pour dire que Alison ne suit aucun cours. Par contre, je garderais l'information qu'il existe bien un élève mais qui ne suit aucun cours. Donc attention, il n'y a pas seulement une façon de parcourir les éléments qui peut changer, mais il y a aussi des éléments qui ne peuvent pas être présents avec la représentation choisie. Typiquement, si on ne représente que des couples, on ne pourra pas représenter qu'un élève ne suit aucun cours. Donc attention là encore, le choix de la structure peut parfois vous faire perdre des informations. Donc, toutes ces représentations qu'on vient de voir, et toutes leurs implémentations dans un langage de programmation définissent exactement la même relation, qui est la relation suit le cours de. Et donc, en fait, ça permet de prendre n'importe quel élément de l'ensemble des étudiants, n'importe quel élément de l'ensemble des cours, et vous pouvez rebâtir la phrase « Bob suit le cours de maths ». Voilà. Donc cette relation, on l'a appelée « suit le cours 2 » pour justement qu'on puisse rebâtir cette relation dans des termes qui se rapprochent de notre langage naturel. Donc on dit que E est l'ensemble de départ de la relation. Effectivement, il y a une notion de sens qu'il ne faut pas négliger. Donc les étudiants est l'ensemble de départ, et C est l'ensemble d'arrivée. Alors pourquoi il y a cette notion de sens ? Eh bien tout simplement, la relation est centrée, a effectivement un sens, parce que ça permet de savoir que à gauche, on a toujours un étudiant, et à droite, on a toujours une matière. Donc Bob, Matt est par exemple un couple correct, Matt, Bob serait un couple faux, ou alors Matt, Algo serait un couple encore plus faux. On a bien cette notion d'ordre. On veut bien à gauche les étudiants, à droite les maths. C'était défini une fois pour toutes. Et c'est quelque chose, si vous faites de la base de données, qui encore une fois ne vous surprendra pas, puisque très souvent quand vous créez une table pour symboliser une relation, eh bien en fait vous avez toujours la première colonne et la deuxième colonne, qui les deux vont souvent contenir les clés étrangères des tables existantes, et vous allez voir qu'il y a un certain ordre dans les colonnes. Et donc l'ensemble des couples en relation est appelé graphe de la relation. Alors pourquoi on appelle ça de nouveau un graphe ? Eh bien tout simplement puisqu'un graphe symbolise des relations, et là la relation c'est exactement ce qu'on essaie de mettre en place. Donc effectivement, on peut redéfinir un graphe et on peut tracer un graphe à partir des informations que l'on a. Donc on peut donner un symbole à une relation, on peut l'appeler R par exemple. Moi je l'avais appelé dans l'exemple précédent, je l'avais appelé suit le cours 2, mais on peut l'appeler R par exemple pour simplifier. Et donc, on a une écriture pour dire par exemple que Bob suit le cours d'anglais, on va l'appeler Bob R anglais. Donc on aura bien défini que le membre de gauche appartient à l'ensemble des étudiants, on a bien défini que le membre de droite appartient à l'ensemble des cours, et donc on a le droit d'écrire Bob R anglais si Bob suit le cours d'anglais. De la même façon, Jill R économie signifie que Jill suit les cours d'économie. C'est une notation un petit peu plus mathématique qui permet finalement de symboliser la relation qu'il y a entre un étudiant et une matière. Et on peut donc dire que R est une relation de E vers C. La relation, elle, est toujours orientée, ça on l'a vu, on ne peut pas mettre les éléments dans n'importe quel sens. À partir du moment où on a défini que la relation se fait toujours entre un étudiant, la relation et une matière, en fait, on ne peut pas retourner cette relation. On ne peut pas commencer par la matière, dire qu'elle est en relation avec l'étudiant. C'est pour ça qu'on considère toujours de quel ensemble vient chacune des parties qui sont liées par la relation. Donc on peut dire que X, pour généraliser le cas, on peut dire que X est en relation avec Y si il existe un couple XY qui appartient au graphe de la relation. Donc c'est exactement ce qu'on a fait en Python. On a tracé tous les couples possibles de personnes qui suivent, et donc on se rend compte que Bob est effectivement en relation avec Matt, mais on se rend compte que Bob, par exemple, n'est pas en relation avec Algo, puisque le couple Bob-Algo n'existe pas dans les couples de suivi que j'ai mis en place. Et donc on garde bien
cette notion d'ordre, puisque X, le premier élément de mon couple, appartient à E, l'ensemble des étudiants, alors que Y, mon couple, appartient à l'ensemble des cours. Donc les relations binaires sur un ensemble, on va essayer de voir maintenant comment on peut aller un petit peu plus loin et voir comment on peut généraliser encore un petit peu plus. Et on va voir la propriété suivante, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe si l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée sont le même. Donc on va imaginer un ensemble E non vide, c'est-à-dire qu'il contient des individus ou qu'il contient des éléments, et une relation binaire de R sur E. Cette relation R est définie par son graphe, donc son graphe ça veut dire tous les couples de points possibles et imaginables entre, à chaque fois qu'il y a une relation entre un élément de l'ensemble de départ et un élément de l'ensemble d'arrivée. Là on voit qu'on est dans le cas où l'ensemble de départ est l'ensemble d'arrivée, donc c'est le même ensemble. Et donc c'est un sous-ensemble du produit cartésien de E fois E, encore une fois. Donc là ça généralise, il n'y a rien de différent par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Quand on est sur le même ensemble au départ et à l'arrivée, en fait, on est toujours, avec les couples qui sont dans le graphe, on est toujours sur un sous-ensemble du produit cartésien. On a vu pourquoi. Et donc cette fois-ci, si x est en relation avec une valeur y, alors le couple xy appartient à E carré. Alors appartient à E carré, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement ça veut dire que x appartient à E et que y appartient à E aussi. Si jamais on voulait expliquer un peu ce genre de relation, on pourrait imaginer que vous êtes inscrit sur un réseau social et que sur ce réseau social, vous pouvez avoir des amis, vous pouvez avoir des liens d'amitié. Et donc ça veut dire que vous auriez un lien d'amitié avec une personne qui est aussi inscrite sur ce réseau social. Donc si on prenait l'ensemble des gens qui sont inscrits sur le réseau, on se rendrait compte qu'on aurait une espèce de relation réflexive, c'est-à-dire que un individu inscrit sur le réseau partagerait un lien d'amitié avec un autre individu qui serait inscrit sur le même réseau social. Et donc vous voyez qu'en fait, on n'a qu'un seul ensemble ici, c'est la liste des inscrits, mais par contre on peut avoir une relation d'un individu qui est dans l'ensemble des inscrits, qui est en relation avec un autre individu de ce même ensemble. Donc la relation R ainsi définie peut avoir plusieurs propriétés. Elle est réflexive seulement si pour tout individu appartenant à E, l'individu est en relation avec lui-même. Donc ça on va voir maintenant plusieurs propriétés. On va d'abord les expliquer et puis ensuite on va les illustrer avec un cas un petit peu plus précis. Donc la propriété réflexive, effectivement, lorsque pour tout élément de mon ensemble, en fait, j'ai une relation de cet élément avec lui-même. Encore pour l'illustrer, on va à chaque fois prendre des cas concrets. Imaginons que cette fois-ci, la relation pour un individu, on peut garder les individus qui étaient inscrits sur un réseau social, on peut avoir une relation qui va lui donner à cet individu tous les individus qui ont le même âge que lui. Et si on cherche tous les individus du réseau social qui ont le même âge que lui, eh bien vous allez retrouver l'individu lui-même. Puisque moi, par exemple, si je cherche tous les individus qui ont mon âge, eh bien moi aussi j'ai mon âge. Et donc je vais me retrouver dans la liste des individus appartenant au réseau social qui ont mon âge. Voilà pour cette notion de réflexivité. On peut aussi avoir cette notion qu'elle est symétrique. Alors, la notion de symétrique, c'est si et seulement si, pour tout couple XY qui appartient à E carré, donc je rappelle, le couple XY qui appartient à E carré, c'est que X appartient à E et que Y appartient à E également. Alors que si X est en relation avec Y, implique automatiquement que Y soit en relation avec X. Et donc on peut imaginer la relation, encore une fois, d'amitié dans un réseau social. Si X est ami avec Y, alors forcément Y est ami avec X. En effet, dans les réseaux sociaux, vous avez déjà remarqué que les liens d'amitié vont souvent dans les deux sens. Vous faites une demande en ami, et cette demande en ami est validée uniquement quand elle est validée par l'autre personne. Et donc ça fait que cette relation est symétrique. Vous ne pouvez pas être ami avec quelqu'un qui n'est pas votre ami. Vous pouvez être ami qu'avec quelqu'un qui a accepté d'être également votre ami. Et donc en fait, on a une notion de symétrie dans cette relation. La propriété inverse, c'est la propriété d'antisymétrie. Si et seulement si, cette fois-ci on est dans l'inverse, quand il existe un couple XY appartenant à E, donc c'est-à-dire que vous prenez deux éléments de notre ensemble,
Si x est en relation avec y et que y est en relation avec x, ça implique automatiquement qu'on a affaire au même élément. Voilà ce que ça veut dire. Si x est en relation avec y et que y est en relation avec x, ça veut dire que y égale x. C'est-à-dire qu'on parle du même élément. On ne peut pas avoir deux éléments qui soient en relation dans un sens et en relation dans l'autre et qui ne soient pas le même élément. Donc là, par exemple, comme exemple concret, on a pris, imaginons la relation, que x est inférieur ou égal à y. Et donc, si x est inférieur ou égal à y, et si on prend la relation dans l'autre sens, ça veut dire que y est inférieur ou égal à x, et bien ça, en fait, si jamais on prend x et y qui font partie des réels ou des entiers, et bien en fait, c'est vrai qu'à un seul moment, c'est quand y est égal à x. X est inférieur ou égal à y, et y est inférieur ou égal à x. Si les deux conditions sont ensemble, c'est vérifié une seule fois, c'est quand y est égal à x. Enfin, on a aussi cette notion de transitivité. Si et seulement si, pour tout, cette fois-ci on a plus un couple, mais on a un trio, un tuple, x, y et z, trois individus qui cette fois-ci appartiennent à E cube, donc c'est x appartient à E, y appartient à E, z appartient à E. On a cette notion de transitivité, si x est en relation avec y, et y est en relation avec z, implique que x soit en relation avec z. Cela traduira l'expression, par exemple, les amis de mes amis sont mes amis, ou encore, les ancêtres de mes ancêtres sont mes ancêtres. Si par exemple, je veux construire un arbre généalogique, et par exemple, je veux savoir en fait que j'ai une relation, par exemple, pour dire que un membre des ensembles des individus est mon ancêtre. On va dire, par exemple, je prends mon père. Eh bien, je pourrais tout simplement dire que moi, si je me considère moi en relation avec mon père au travers de la relation est mon ancêtre, et que mon père considère son propre père comme étant son ancêtre, et bien par transitivité, mon grand-père est aussi mon ancêtre. Voilà ce que ça veut dire. Si vous êtes en relation x avec y avec z, et bien vous avez la relation aussi de x avec z par transitivité. Et ensuite, on peut aller un petit peu plus loin pour définir une relation, et on peut dire que les propriétés de la relation binaire peuvent être combinées pour apporter d'autres qualificatifs. Et donc je les ai résumés dans le tableau qui est là. Donc une relation binaire qui est réflexive, symétrique et transitive, on dit que c'est une relation d'équivalence. Une relation qui est réflexive, antisymétrique et transitive, on dit que c'est une relation d'ordre. Et on a aussi la possibilité de reclasser encore une fois une relation d'ordre dans différents... On peut la distinguer encore une fois. Si pour tout couple XY appartient à E carré, alors si on a X est en relation avec Y ou Y est en relation avec X, alors il s'agit d'une relation d'ordre total. C'est-à-dire que, qu'est-ce que veut dire cette phrase? Ça veut dire que si vous prenez deux éléments, finalement, de notre ensemble d'individus ou d'éléments, si vous arrivez toujours à les classer l'un par rapport à l'autre au travers de la relation, c'est que c'est une relation d'ordre total. Si par contre vous n'y arrivez pas, c'est-à-dire que vous avez deux éléments où vous ne pouvez pas les classer selon la relation, c'est que vous avez une relation d'ordre partiel. Par exemple, si vous avez x est inférieur ou égal à y, est une relation d'ordre total dans R. Alors on peut vérifier effectivement x est inférieur ou égal à y, eh bien elle est effectivement réflexive, puisque pour tout élément x est inférieur ou égal à x, ça c'est déjà vrai. Elle est antisymétrique, c'est vrai, si vous avez deux éléments et que vous avez y, alors l'antisymétrie, si vous avez un couple et que si jamais vous avez deux éléments distincts, x et y, on peut avoir x, r en relation avec y et y en relation avec x, ça c'est vrai seulement si x est égal à y. Et ça c'est exactement ce cas-là qu'on retrouve aussi. On ne peut pas avoir x et y différents et avoir à la fois x inférieur ou égal à y et y inférieur ou égal à x, puisque on peut avoir ces cas-là seulement quand y égale x. Donc on est bien dans quelque chose d'antisymétrique, et on se rend compte que la transitivité est vraie aussi, puisque si vous avez par exemple trois éléments
x, y et z, et bien si x est inférieur ou égal à y et que y est inférieur ou égal à z, et bien vous avez x qui est inférieur ou égal à z. Donc vous avez de la transitivité aussi. Et donc vous êtes bien sur une relation d'ordre. Et à partir du moment où vous êtes sur une relation d'ordre, on va vérifier que cette relation d'ordre est totale dans R, et donc il faut ajouter la propriété que pour tout couple x, y qui appartiennent, pour couple d'éléments qui appartiennent à mon ensemble, il faut que l'on puisse toujours pouvoir classer les éléments par rapport à cette relation. Et effectivement, si vous prenez deux nombres dans R, vous pouvez toujours dire soit que x est inférieur ou égal à y, ou alors que y est inférieur ou égal à x. Ça, vous pouvez toujours le définir. Et à partir du moment où vous en avez toujours un des deux qui est possible, eh bien vous avez donc une relation d'ordre total. Alors j'avais parlé un petit peu de base de données, et c'est maintenant sur ce thème-là que je voudrais vous amener. Quand on fait de la base de données, on va retrouver énormément d'éléments que l'on a vus dans les relations binaires. Ici, j'ai créé avec Looping un petit modèle conceptuel de données. Pour ceux qui ont déjà fait de l'analyse avec Meurize, ça va vous rappeler des souvenirs. J'espère des bons. Et on va essayer de voir un petit peu comment est-ce qu'on pourrait construire le modèle que l'on a déjà mis en place. Alors on a essayé de montrer comment, à travers d'une relation binaire, on pouvait montrer que des étudiants suivent des cours. Alors j'ai créé une table étudiant qui est assez sommaire, qui a repris un identifiant d'étudiant pour avoir une clé, et un cours qui reprend un identifiant de cours pour avoir une clé également avec le nom du cours. Pour l'instant, on va se concentrer uniquement sur la relation suit, et vous voyez qu'on retrouve un petit peu ce qu'on avait dans le diagramme sagittal, que je le reprends plus tout à l'heure, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, quand on a l'impression d'avoir cette table d'étudiants, cette table de cours, et vous voyez qu'on a essayé de mettre une relation en place pour montrer quelles étaient les relations entre les étudiants et les cours. Et bien là, c'est exactement ce qu'on fait aussi. On a une table d'étudiants, on a une table de cours, et on a mis une relation suit, et on a essayé de montrer, au travers des cardinalités, quelles étaient finalement les informations que partageait chaque occurrence de l'étudiant avec la relation. J'ai mis ici une relation 0n, ce qui veut dire que je donne la permission à un étudiant de ne pas suivre de cours, et je donne la possibilité à un étudiant de suivre au maximum n cours, donc plusieurs cours. Du côté des cours, j'ai mis une cardinalité 0n aussi, qui signifie quoi? Eh bien, elle signifie tout simplement que un cours ne peut ne pas être suivi, tout simplement, et il peut aussi être suivi par plusieurs étudiants. Donc là aussi, c'est pour ça que l'on retrouve 0n ici. Donc vous voyez que la mise en place de cette base de données, finalement, on a mis une relation binaire en place, puisqu'elle relie deux tables. D'ailleurs, on utilise le terme association binaire, association ternaire, quand on a une association qui relie plusieurs tables. Donc vous voyez qu'on retombe un petit peu sur le même vocabulaire. Et encore une fois, comment ça va se traduire derrière en SQL? Eh bien, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé mes tables étudiants et ma table cours. Et vous voyez que si jamais je veux essayer de symboliser ma relation dans une base de données, que je passe au modèle logique des données, vous voyez que la relation suit, elle va devenir une table qui va contenir comme identifiant les identifiants de l'étudiant et les identifiants du cours. Donc vous voyez que l'étudiant et le cours vont être mis en relation avec la juxtaposition de leur clé primaire dans une nouvelle table. Et donc j'ai ici ma table cours, j'ai ma table étudiant et j'ai ma table suit. Donc pour l'illustrer, j'ai simplement créé quelques étudiants, j'ai créé quelques matières et j'ai affecté tout simplement quelques étudiants à des matières. Donc ça va me permettre finalement de pouvoir travailler un petit peu avec. Donc si je fais select étoile forme étudiant, voilà, j'ai tous mes étudiants. Si je fais select étoile forme cours, vous voyez que j'ai des cours. Et si je fais select étoile forme suit, vous voyez que j'ai des identifiants d'étudiants qui sont affectés à des identifiants de cours. Alors, si je reprends un petit peu le cours, on avait dit que finalement, la liste des étudiants qui suit le cours, c'est un sous-ensemble du produit cartésien. Et effectivement, le produit cartésien, c'est quelque chose que l'on fait assez souvent sans le faire exprès, il faut l'avouer, en MySQL, quand on fait par exemple un select étoile from et on met deux tables, étudiants et cours. Et là, vous voyez que si je fais ça, en fait, je ne tiens pas compte de la table suit, je ne tiens pas compte de quel étudiant suit quel cours. Et là, donc, du coup, en faisant ça, j'obtiens un produit cartésien. C'est-à-dire que MySQL va essayer de faire en sorte de prendre tous les étudiants qu'il existe et de les matcher en fait avec tous les cours qui existent.
Et là, vous voyez ce que j'ai exactement dans le résultat. Eh bien, tout le monde suit les cours d'algo, tout le monde suit les cours de physique, tout le monde suit les cours de maths, et ainsi de suite. Normalement, pour montrer qu'on est vraiment conscient de vouloir faire un produit cartésien, on utiliserait normalement en MySQL l'instruction cross-join, et on obtiendra exactement les mêmes résultats. Donc en ne mettant rien et cross-join, on a le produit cartésien. Sauf que nous, c'est pas vraiment ce qu'on a envie de faire en fait. Nous, c'est pas le produit cartésien qu'on veut. On veut que chaque étudiant puisse choisir un cours, on veut pas qu'il les fasse tous, mais on veut qu'il puisse choisir, et on veut qu'on puisse finalement garder en mémoire quelque part qui suit quoi comme cours. Et en fait, on le voit dans notre modèle, c'est ce qu'on a symbolisé avec notre table suit. Notre table suit, on a mis quelque chose dedans, et donc ça nous permet maintenant de faire justement ce qu'on appelle une jointure, pour essayer de récupérer quels sont les cours suivis par quels étudiants. Et donc cette jointure, elle porte sur étudiant. On va prendre la table suit, on va faire une jointure sur la clé ID étudiant de suit et la clé ID étudiant de étudiant, et on va encore faire une jointure sur la table cours ensuite pour récupérer la liste des cours, où cette fois-ci on va mettre en œuvre l'identifiant du cours de la table cours et l'identifiant du cours de la table suit. Donc encore une fois, si vous voulez plus de précision sur les jointures, j'ai une vidéo sur la chaîne qui existe qui va expliquer comment fonctionnent les jointures en SQL. Je ne veux pas le développer plus ici, parce que ce n'est pas vraiment l'objet du cours d'aujourd'hui. Et donc cette fois-ci, quand je fais ma jointure, eh bien je m'aperçois que cette fois-ci, je n'ai plus le produit cartésien. J'ai bien utilisé ma table suit, qui me donnait la relation entre les étudiants et les cours, et vous voyez que maintenant, je n'ai plus que les étudiants qui suivent les cours d'algo, c'est Bob, Jack, Jill et Ali. Maths, c'est Brit, Alison, Jill, et ainsi de suite. Et donc j'ai effectivement utilisé ma table suit pour avoir la relation binaire entre les étudiants et les cours. Et donc vous voyez que cette relation binaire, en fait, on la retrouve énormément en base de données. Et c'est pour ça que c'est une notion qui est très importante à comprendre. Et c'est une notion que vous avez peut-être même déjà compris quand vous avez mis en place vos relations et que vous vous êtes posé des questions sur les cardinalités. C'est exactement les mêmes questions qu'on se pose en mathématiques pour résoudre les problèmes de relations binaires. Alors, on va continuer encore un petit peu. On avait parlé finalement de toutes ces propriétés qui sont définies. Les relations binaires ont plusieurs propriétés, la réflexivité, la symétrie, l'antisymétrie, la transitivité, et on va essayer de le voir au travers de quelques associations finalement de bases de données. Et donc, c'est pour ça que je me propose de prendre... Alors, cette fois-ci en base de données, j'ai créé des associations que j'ai appelées est du même âge, ou plus vieux, est de la même année, est parrain d'eux, ou A pour prérequis. Est-ce que je l'ai mis celle-là ? On va essayer de discuter un petit peu de ces différentes associations. Alors, encore une fois, ce sont des associations qui ont été créées pour montrer comment fonctionnent les relations binaires. Je ne suis pas sur un cours de base de données, et je ne suis pas sûr que les relations que l'on va analyser aujourd'hui seraient des bonnes relations à mettre dans des bases de données. Là, je vais juste expliquer au travers de ces associations comment retrouver les différentes propriétés des relations binaires. Donc attention, ne l'utilisez pas comme un cours de base de données, n'utilisez pas ça comme un modèle qui a été validé, c'est plutôt des associations qui ont été montées pour justement respecter les différentes propriétés que l'on veut montrer. Donc on va essayer déjà de voir la notion de réflexivité. Alors pour la définition, je le rappelle, une relation est réflexive si pour tout x appartient à E, l'élément est en relation avec lui-même. Alors on est parti sur 4 associations. Est du même âge ou plus vieux, par exemple. On a l'association pour un étudiant. Donc pour un étudiant, va pouvoir au travers de cette association récupérer la liste des étudiants qui sont du même âge que lui ou plus vieux. D'accord ? Alors, en termes de réflexivité, on se rend compte effectivement que cette association est réflexive, puisque si un étudiant cherche tous les étudiants qui ont le même âge que lui, eh bien en fait il va être dans la liste, puisqu'il a le même âge que lui. Donc, est du même âge ou plus vieux est effectivement une association réflexive. Est de la même année. Alors, est de la même année, pareil, l'étudiant qui va chercher quels sont les étudiants
qui sont dans la même année que lui va se retrouver encore une fois lui-même. Là, l'idée, c'est vraiment de retrouver quelle est l'idée de promo. C'est-à-dire, je veux savoir quels sont les étudiants qui sont dans la même promo que moi. Encore une fois, l'association est de la même année ou l'association est du même âge ou plus vieux, c'est normalement une information élaborable et normalement, vous ne devriez pas passer par une association pour le symboliser. Mais là, c'est vraiment pour l'exemple des relations binaires. Donc, elle est de la même année, elle est de la même promo. Effectivement, un étudiant qui va chercher tous les étudiants qui sont de la même promo que lui va se retrouver lui aussi. Et donc, on a encore une fois affaire à une relation binaire réflexive. Et parrain 2. Alors cette fois-ci, dans les universités, on peut avoir un parrain. Donc un étudiant a un parrain, qui lui-même avait un parrain l'année d'avant, et ainsi de suite, et ça continue comme ça. Là, par contre, on n'a pas cette notion de réflexif, puisqu'effectivement, un étudiant ne peut pas être son propre parrain. C'est forcément un autre étudiant qui est son parrain. Ok. Donc, cette fois-ci, et parrain 2, ce n'est pas réflexif. Et A pour prérequis, c'est une association que j'avais mise sur les cours. On estime par exemple qu'un cours ne peut être suivi que quand vous avez fait les prérequis. Encore une fois, au niveau des cardinalités, j'ai mis 0n, 0n, pour dire qu'un cours peut avoir plusieurs cours, ne pas avoir de prérequis, mais peut avoir plusieurs cours de prérequis, et un cours peut être le prérequis d'aucun autre cours, mais peut être le prérequis de plusieurs autres cours. C'est pour ça qu'on retrouve les cardinalités 0n, 0n. Donc un cours, en fait, comment ça va se symboliser? Là aussi, si je passe en modèle logique, vous allez voir que ça va être une association entre deux identifiants de cours, pour savoir si un cours est un prérequis d'un autre. En termes de réflexivité, là aussi, on n'est pas sur une relation binaire réflexive, puisque ça voudrait dire qu'un cours est son propre prérequis. Donc là, c'est pas quelque chose qu'on voudrait. Donc, ça, c'est quelque chose... Non, ce n'est pas réflexif. Alors, on va s'attaquer à la symétrie. Pour le cours, que disait la relation de symétrie? La relation de symétrie a dit si et seulement si on a un couple de deux éléments, chacun pris dans l'ensemble que l'on essaie de définir, et que si x est en relation avec y, alors y est en relation avec x. D'accord. Essayons de comprendre un petit peu par rapport au schéma que l'on a placé. Donc, est du même âge ou plus vieux. Donc, on avait dit, par exemple, que cette relation était déjà réflexive. Est-ce que maintenant elle est symétrique? Ça veut dire que si un étudiant est du même âge ou plus vieux qu'un autre, est-ce que l'autre est forcément du même âge ou plus vieux que le premier? Et donc là, on s'aperçoit que cette relation marche dans les deux sens lorsque les étudiants ont le même âge. Par contre, cette relation, on cherche aussi les plus vieux. Donc je peux avoir, par exemple, moi en tant qu'étudiant, je peux me retrouver en relation avec un étudiant qui a un an plus que moi. Par contre, l'étudiant qui a un an plus que moi ne va pas être en relation avec moi, puisque je ne suis pas du même âge ou plus vieux que lui. Je suis plus jeune. Donc on voit que cette relation, eh bien, est du même âge ou plus vieux, elle n'est pas symétrique. La relation est de la même année, celle-là par contre, elle est symétrique. Puisque effectivement, si jamais je prends tous les étudiants qui sont dans ma promo, eh bien tous les étudiants de ma promo vont se retrouver également avec moi dans leur liste. Puisque là, on est vraiment sur une relation symétrique. Donc, la même année, ça par contre, c'est une relation symétrique. Et parrain 2, eh bien là on a vu que cette relation n'est pas symétrique, puisque si je suis le parrain de quelqu'un, cette personne ne peut pas être mon parrain, parce que la plupart du temps ça va être quelqu'un dans une promotion qui vient après moi. Donc on n'a pas cette relation, je suis ton parrain, tu es mon parrain. Ça c'est quelque chose qui ne suit pas la logique en fait, du parrainage dans les universités. Donc là cette fois-ci, on n'est pas bon, on n'est pas symétrique. Donc non. A pour prérequis. Là aussi, on n'est pas symétrique pour la simple et bonne raison que, en fait, ce serait le chat qui se mord la queue. Ça veut dire qu'un cours serait le prérequis d'un autre, et cet autre cours serait le prérequis du premier cours. Et donc, en fait, on ne pourrait jamais accéder ni à un seul de ces cours-là, puisqu'en fait, on ne serait jamais capable de faire le prérequis. Donc là, en fait, c'est vraiment le chat qui se mord la queue, et on ne pourrait pas avoir ce genre de choses. Donc non, effectivement, A pour prérequis n'est pas quelque chose de symétrique.
On va prendre la relation maintenant d'antisymétrique, et on avait vu, la relation d'antisymétrique, c'est que si jamais on a x qui est en relation avec y et que y est en relation avec x, implique forcément que y et x soient le même élément. Donc là, on va aussi essayer de voir comment est-ce qu'on peut passer là-dessus. Donc alors, est du même âge ou plus vieux? Donc si, est-ce que je peux trouver un étudiant qui a le même âge que moi? Donc moi j'ai le même âge que lui a le même âge que moi, est-ce que ça implique forcément que ce soit moi cet étudiant? En fait non, je pourrais très bien trouver dans ma promotion quelqu'un qui a le même âge que moi, qui soit différent de moi, et donc je serai en relation avec lui par cette relation pour dire qu'il est du même âge que moi ou plus vieux, et lui serait en relation avec moi pour la même raison, parce qu'il est du même âge ou plus vieux. Et donc, sans qu'on soit la même personne. Et donc, cette relation est du même âge ou plus vieux n'est pas antisymétrique. Donc, non. On va prendre la relation est de la même année. Donc, un étudiant est de la même année. Pareil, elle n'est pas antisymétrique pour la même raison. Quand je est de la même année, ça veut dire que je vais lister tous les étudiants qui sont dans ma promo. Et donc, je peux avoir quelqu'un de ma promo, je vais l'avoir en relation, lui va m'avoir en relation, et pourtant nous ne sommes pas le même élément. Donc pour les mêmes raisons, la relation est de la même année n'est pas symétrique. Et par 1,2, on avait vu d'ailleurs qu'elle n'était pas réflexive, et donc en fait ça ne peut pas fonctionner. Et A pour prérequis, pareil, on avait vu qu'elle était réflexive, donc elle ne peut pas être antisymétrique, puisque ça voudrait dire que la relation, si j'ai un prérequis par exemple, qu'est-ce que ça voudrait dire le terme antisymétrique? Ça voudrait dire que si j'ai un cours qui est un prérequis d'un autre, et l'autre qui serait le prérequis de ce premier, en fait vous voyez déjà que ça ne fonctionnerait pas, puisque c'était l'histoire du chat qui se mord la queue, on ne peut pas avoir un cours qui est à la fois prérequis d'un autre, et le premier qui est de nouveau prérequis du deuxième. Donc là, ça ne fonctionne pas, on n'est pas symétrique. Alors, la notion de transitivité, on va essayer de la retrouver. Alors, si j'ai un étudiant qui est du même âge ou plus vieux que moi, et que cet étudiant a trouvé un troisième étudiant qui est aussi du même âge ou plus vieux que lui, est-ce que ce troisième étudiant est du même âge ou plus vieux que moi? Effectivement, ça c'est le cas. Si j'ai un étudiant qui est plus vieux que moi, du même âge ou plus vieux, et qui lui-même a un étudiant qui est plus vieux ou le même âge que lui, eh bien, ce nouvel étudiant, ce troisième étudiant, est bien plus vieux ou a le même âge que moi. Donc la transitivité dans cette relation fonctionne. Oui. Alors, est de la même année. Est de la même année, qu'est-ce que ça veut dire? Alors si un étudiant est de la même année que moi, et que cet étudiant a un troisième étudiant qui est de la même année que lui, alors ce troisième étudiant est de la même année que moi. Donc ça marche aussi. En termes de transitivité, on est bon. Et par 1, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, c'est que moi en termes d'étudiant, j'ai un parrain, et ce parrain a lui-même un parrain. Est-ce que le parrain de mon parrain est aussi mon parrain? Ça, c'est pas vrai. Donc la notion de transitivité ici, elle n'est pas vraie. On va partir sur maintenant la dernière, qui a pour prérequis, et on va voir que si un cours a un autre cours prérequis, et ce cours en prérequis a lui-même des prérequis, eh bien le prérequis du prérequis devient aussi le prérequis du cours. D'accord? Il y a une notion de transitivité dans cet élément également. Donc, nous allons essayer de voir. Donc là, vous voyez qu'on a défini chacune des relations et chacune des informations qui sont liées à ces relations. Essayons de voir si on peut en dire encore un peu plus. Est-ce qu'on a... Alors, on a une relation d'équivalence quand on a une réflexive, une symétrie et une transition. Est-ce que c'est ce qu'on a là? Effectivement, est de la même année est une relation d'équivalence. Par contre, on n'a pas de relation d'ordre puisqu'on n'a pas de relation antisymétrique. Et donc, vous voyez comment est-ce qu'on retrouve des informations sur les différentes relations que l'on met en place.
Alors voilà pour cette notion de relation binaire, qui est un outil qui s'ajoute à notre théorie des ensembles, et on a vu que, peut-être sans le savoir, cette relation binaire, on l'utilisait déjà dans plusieurs applications informatiques. On a vu comment représenter une relation binaire au travers de plusieurs structures de données, avec des listes de couples, avec des dictionnaires ou avec des listes. Et on a vu que cette relation binaire, en fait, c'est quelque chose qu'on avait déjà abordé en base de données. Et que là où en base de données, en fait, c'est finalement les cardinalités qui nous amènent énormément d'informations, eh bien, vous vous rendez compte que ces informations, on peut les retrouver finalement dans d'autres appellations en mathématiques. Et en mathématiques, ça nous permet également d'appréhender un peu mieux la relation et de comprendre en fait quelles sont les propriétés de cette relation. Est-ce que cette propriété est symétrique? Est-ce qu'elle est antisymétrique? Est-ce qu'elle est réflexive? Est-ce qu'elle est transitive? Et donc à chaque propriété, quand on se pose la question de la propriété par rapport à la relation, on arrive à de mieux en mieux à définir la relation, et pour nous, elle devient de plus en plus claire ce qu'elle fait. Et donc là, on a trouvé comment faire des relations entre deux éléments d'un ensemble. Il y a maintenant encore un chapitre que je voudrais aborder qui est la notion d'application. Et l'application, cette fois-ci, ne va plus s'appliquer seulement à un élément de l'ensemble, mais va s'appliquer à l'ensemble en entier. Et là, encore une fois, ça va nous ouvrir de plus en plus de possibilités, et ça va avoir justement, encore une fois, des répercussions sur la façon dont nous voyons des choses que nous utilisons en termes informatiques, comme la base de données. À bientôt!